Bonjour à toutes et à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On revient sur Casa de Papel, la saison 3 qui a été diffusée la semaine dernière sur Netflix. Alors j'avais déjà fait une critique des deux premières saisons de cette série. Vous pouvez aller la voir, je vous mettrai le lien en description. Très franchement, sur cette saison, je suis encore extrêmement partagé. Comme je l'ai été d'ailleurs pour la première et la deuxième saison, c'est-à-dire que c'est une série de bonne facture, comme d'habitude. Et là en plus, comme ça a été racheté par Netflix, vu que les deux premières saisons diffusées ont été un carton international sur la plateforme. Là, du coup, Netflix a mis ses ronds dans la série et c'est vrai que le résultat se voit à l'écran. Plus de budget, plus d'explosions, plus de dingueries de partout, la mise en scène incroyable. Ça fait que sur la forme, ça reste très très bon, c'est même peut-être encore mieux que les deux premières saisons. Il y a quelque chose sur le fond dont je parlerai dans la partie spoiler qui est plutôt intéressante et bien développée. Après, sur le reste, j'ai envie de te dire que cette troisième saison a les mêmes défauts que la première et la deuxième, c'est-à-dire les invraisemblances, les incohérences, les facilités, les Deus Ex Machina qui sortent de partout, bref, en gros, Casa de Papel quoi. Alors avant de revenir sur cette saison 3 et de tout spoiler, je vais juste revenir justement sur cette question d'incohérence, d'invraisemblance, de facilité et tout ça. Parce que lors de la dernière vidéo sur Casa de Papel, j'avais comparé évidemment Game of Thrones sur lequel tout le monde était tombé dessus à cause de facilité, d'invraisemblance et tout ça. Apparemment, de ce que j'ai pu lire, ce serait moins pardonnable dans le cas de Game of Thrones et à la limite dans le cas de Casa de Papel, on s'en foutrait un peu. Et moi, je ne suis absolument pas d'accord avec cette idée. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une série qui aurait plus de passe-droit comme Casa de Papel, plus que Game of Thrones. Il est évident que, oui, aucune facilité, aucun Deus Ex Machina n'est tolérable dans une série, que ce soit Game of Thrones, que ce soit n'importe quoi. Ok, on est d'accord là-dessus et je vais pas revenir là-dessus. Mais par contre, je ne vois pas pourquoi. Parce que Game of Thrones a un niveau d'exigence bien plus élevé, et c'est même pas une question de niveau d'exigence, c'est une question de qualité. Moi, je mets pas les séries clairement sur le même plan en termes de qualité, mais il faut quand même redire que Casa de Papel, c'est une série extrêmement connue, c'est une série, c'est pas la série sur le côté, quoi. C'est quand même une série qui a gagné l'Emmy Award de la meilleure série dramatique. Donc on peut pas dire, ouais, tu comprends, c'est Casa de Papel, donc on s'en fout, donc c'est pas grave s'il y a des incohérences. Non, à partir du moment où tu fais une œuvre qui, en plus, est reconnue par le public, par la profession, non, je ne vois pas pourquoi on pourrait plus se permettre d'incohérences ou de facilité par rapport à Game of Thrones. Je ne vois pas le rapport et je ne vois pas pourquoi une série aurait plus de passe-droit qu'une autre, quoi. Mais très franchement, je ne suis absolument pas d'accord avec cette idée que parce qu'il y aurait des séries de moins bonne qualité, qu'on accepterait plus facilement des choses qui scénaristiquement ne passeraient pas, même pour quelqu'un qui veut apprendre la technique de scénario. C'est pas possible, on peut pas laisser passer des choses comme ça. Donc moi, si je peux en tolérer dans Game of Thrones et si je peux en tolérer aussi dans Casa de Papel, je ne vois pas pourquoi Casa de Papel aurait plus le droit d'en utiliser et qu'à la limite, ça passerait à la trappe et tout le monde s'en fout, plus que d'autres séries, quoi, voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de tout spoiler sur cette saison 3, abonnez-vous à la chaîne, surtout likez et partagez la vidéo, comme d'habitude, pouce bleu et compagnie. Vous avez aussi deux liens pour soutenir la chaîne, le lien Tipeee et le lien Utip que je mettrai dans le lien de la description. C'est cliquer sur une pub de 30 secondes et ça soutient la chaîne financièrement. Ce n'est pas négligeable, donc surtout, n'hésitez pas. Alors dans cette saison 3, on retrouve un petit peu tout ce qu'a fait de sel, évidemment, des deux premières saisons, c'est-à-dire un braquage, des personnages attachants, pas spécialement mieux écrits que dans les deux premières saisons, qui va être très intéressant sur le fond, comme je disais en début de vidéo. La forme, évidemment, va envoyer du très très lourd, mais sur le fond, il y a tout l'aspect révolutionnaire, résistance, qui va être mis en place. C'est-à-dire qu'en gros, le but de cette saison 3 est de te remettre un braquage, mais seulement à la différence des deux premières saisons, on n'est plus dans un but juste cupide, genre on veut prendre de la thune. Là, c'est pour sauver un des personnages qui a été emprisonné, Rio. Donc il y a une volonté de mettre en accusation le gouvernement, de faire de la résistance en faisant ce braquage pour faire peur en fait aux autorités, pour faire peur au gouvernement. Donc là, l'idée est plutôt intéressante. Ça amène à des scènes extrêmement jouissive de billets balancés sur la foule. T'as toute la foule qui arrive en face de la banque, qui se met en face de la banque, qui revendique le fait d'être presque comme les preneurs d'otages, d'être comme ces héros en fait qui ont opéré lors du premier braquage. Il y a cette idée intéressante finalement de résistance, de presque de petite révolution qui pourrait s'apparenter à ce qu'on a vécu en France un petit peu quelques mois avec les Gilets jaunes. Mais j'ai envie de te dire que tout ça, même si le message est très fort et très très beau, ça reste tout ça évidemment très utopique. Je ne vois pas, moi, tout un peuple se mobiliser
Peut-être, à la limite, si tu leur verses des millions de dollars sur la tête, oui, peut-être, c'est vrai que ça peut faire toute la différence. Mais sinon, c'est vrai que je ne vois pas, moi, tout un peuple se mobiliser. Tout ça parce que tu as un des anciens braqueurs qui a été capturé et qui ne bénéficie d'aucun jugement, d'aucun traitement de faveur et tout ça. Alors, on voit bien que les showrunners jouent avec cette idée-là. Ils ont envie de remettre en question le système. C'est une saison anti-système et à la limite, c'est plutôt jouissif et c'est plutôt assez malin de la part des auteurs d'avoir joué cette carte-là parce que sinon, c'est vrai que cette saison 3 fait énormément redite si, évidemment, on enlève le fond révolutionnaire. Alors évidemment, tout ça n'est qu'un prétexte pour refaire un braquage. On se sert du personnage de Rio qui se fait emprisonner et tout ça. Alors on va aussi faire revenir le personnage de Berlin à travers des flashbacks. C'est plutôt malin. L'action, donc, c'est une sorte de préquel, en fait, quand le professeur et Berlin se sont connus, quoi, puisque ce sont des flashbacks. Et on va prévoir le gros coup dans la Banque de Madrid. Bon, faut accepter le postulat, mais à la limite, pourquoi pas? Moi, c'est pas ce qui m'a le plus choqué, en fait, dans cette saison 3. Il y a des choses qui sont beaucoup moins bien gérées, beaucoup moins bien amenées et qui étaient prévisibles en fin de saison 2, je pense par exemple au personnage de Raquel, mais je vais y venir. Donc oui, on revoit Berlin, c'est plutôt sympa pour ceux qui aiment le personnage. Alors on a le droit aussi à un nouveau personnage d'inspectrice cette fois, qui est enceinte, qui est plutôt marrante, mais surtout qui est en même temps drôle et en même temps très radicale. Très intelligente, assez roublarde, qui pour le coup va apporter beaucoup plus d'intelligence à l'entité policière que dans la première et la deuxième saison, qui passait quand même un peu pour des gros couillons. Et là, au moins, on a quand même l'impression que les flics ont un coup d'avance grâce à cette inspectrice qui est extrêmement maligne. Donc ça, c'est un personnage qui est plutôt bien et qui va être en opposition en fait avec le personnage de Raquel dans la première et la deuxième saison. Donc on peut donner une excuse, si tu veux, au personnage de Raquel du fait qu'elle devait sentir quelque part qu'elle était amoureuse justement de ce professeur sans savoir que c'était lui. Mais bon, il y avait un côté où elle était réfrénée par ses pulsions, en fait, par ses propres pulsions. Donc ça peut être une idée intéressante, alors que la nouvelle inspectrice, elle est attachée à personne, elle n'en a rien à cirer, et elle va droit au but, elle est prête à défoncer ses braqueurs, et elle va tout mettre en œuvre pour le faire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Forcément, tout ça me mène à parler du personnage de Raquel. Et ça m'énerve d'avoir eu raison, finalement, quand j'ai fait la critique de la première à la deuxième saison, et que je me disais, de toute façon, s'il garde ce personnage, et ça j'en étais sûr, qu'il ne saurait pas quoi en faire au cours de cette troisième saison. Et très clairement, le personnage de Raquel, dans cette troisième saison, ne sert à rien. C'est-à-dire qu'elle accompagne forcément le professeur, puisqu'elle a décidé de le suivre, alors que pour moi, c'était un personnage qu'il fallait sacrifier. Ça aurait justement créé quelque chose d'extrêmement beau dans cette histoire d'amour impossible. Mais là, non, ils ont voulu rendre cette histoire d'amour possible. Donc, résultat, tu es obligé de te trimballer ce personnage de Raquel qui n'a aucune utilité et qui va même être le comble, le personnage dont on va dire tout au long de la série qu'il ne sert à rien. C'est-à-dire le professeur va tout le temps lui dire « tu es le maillon faible », puisque tu comprends, vu que tu es une ancienne flic, les gens vont pouvoir m'atteindre via ta personne en fait, et ça c'est vrai. Il lui dit t'es le maillon faible, tu sers à rien, limite il faudrait presque que tu disparaisses. Donc il y a comme un truc méta en fait, une mise en abîme. On a l'impression que les showrunners nous parlent quoi, en gros, et qu'ils nous disent bah ouais, on a été obligé de faire une saison 3, le truc c'est qu'à la fin de la saison 2 elle part avec lui, on est obligé de se trimballer ce personnage, qu'est-ce qu'on en fait? Et ils en font rien, voilà. Mais c'était tellement prévisible. Voilà, c'est-à-dire que scénaristiquement, il se retrouve dans une impasse que moi, j'avais un petit peu anticipé et ça n'a pas loupé, quoi. Alors, il n'y a que à la fin de cette saison, c'est-à-dire dans l'épisode 8, où Raquel a des scènes intéressantes, où elle se retrouve piégée dans la ferme et tout ça, où elle est en mode, allez hop, il faut qu'on négocie, tout ça. Donc ça, oui, c'est un passage plutôt intéressant. Et puis le fait qu'on fasse semblant de la tuer et en fait on la tue pas pour mettre le professeur dans son propre piège, donc tout ça, oui, est intéressant, mais ça intervient qu'à la fin de la saison 3. C'était pour moi l'erreur à ne pas faire, c'est-à-dire mettre ce personnage qui ne sert à rien, elle ne peut rien faire. Elle est bloquée parce que c'est pas une braqueuse, parce que c'est pas... Oui, c'est une ancienne flic qui a rallié le professeur et il est évident qu'elle va rester aux côtés du professeur. Et à part nous mettre des flashbacks de leur coucherie, de leurs trucs, dans l'eau et tout ça, machin, c'est sympa. Mais tout ça, très clairement, ne mène pas à grand-chose par rapport à son personnage. Alors j'espère qu'ils en feront quelque chose de mieux dans la 4, mais c'était vraiment le truc à prévoir, c'est-à-dire la déception de ce personnage, quoi. Alors après, on n'évite pas les éternelles amourettes qu'il y avait dans la première et la deuxième saison, on repart un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que c'est là où est un petit peu le problème de cette saison 3. On repart finalement dans les mêmes choses, ce qui avait fait un peu le succès de cette Casa de Papel, c'est-à-dire de mélanger une histoire de braquage avec des histoires d'amour, de cœur, de sentiments, de sexe et tout ça.
Oui, donc c'est là où moi je me dis que c'est peut-être la saison de trop parce que bah, les mecs n'ont plus grand-chose à raconter, scénaristiquement parlant j'entends, et pas forcément sur le fond. C'est-à-dire que sur le fond, oui, ils amènent tout le discours révolutionnaire, et ça d'accord c'est nouveau, mais sinon sur l'articulation scénaristique de comment va se passer ce braquage, on a l'impression de revoir la saison 1 et 2. Hein. T'as les altercations entre les personnages, les braqueurs qui s'entendent pas entre eux, qui se disputent, c'est la folie, les amourettes machin qui reprennent de plus belle, les otages en panique et tout ça. Bon, on reprend exactement finalement la même chose, donc pour moi c'est une saison qui fait tourner la série en rond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réelle nouveauté, mis à part le discours politique tout au long de la série. Et on va retrouver effectivement ces amourettes qui, moi personnellement, me détachent totalement de la crédibilité en fait de la série. C'est-à-dire que quand tu vois Rio qui revient, qui est enfin libéré, qui revient dans la banque, alors ok, ils sont amoureux, Tokyo et lui, et tout ça c'est sympa, tu le vois prendre un bain dans une super belle baignoire, et puis d'un seul coup, t'as Tokyo qui fait une espèce de danse lascive comme ça, bon, qui amène une information pour le personnage, comme quoi il est surécouté, tout ça, d'accord, mais t'entends le Gainsbourg, t'entends Jane Birkin, j'adore Gainsbourg, hein, bien sûr, mais si tu veux, là, j'ai l'impression de décrocher totalement de ce qu'est le braquage, quoi. Voilà, moi, c'est ce genre de scène, moi, j'y arrive plus, tu vois, dès que tu me mets ça, je me dis, non, mais là, on n'est plus dans un braquage, on est, je sais pas, moi, on est dans une autre histoire, quoi, on est dans un autre type d'histoire, on est plus peut-être dans une histoire de relation de couple, on n'est plus dans un pur braquage, quoi. Moi, j'ai l'impression de quitter vraiment cet aspect-là au moment où je vois ça, quoi. Et heureusement, après, on revient évidemment au braquage, à la violence et tout ça. Donc ça, oui, ça redevient intéressant. Mais si tu veux, toutes les histoires d'amour où l'autre, elle est là, elle fait sa petite danse et puis ça boit du champagne et machin, et puis lui, il est dans sa baignoire comme ça. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, annihile pour moi la crédibilité de cette série, qui est déjà assez chancelante quoi en termes de crédibilité. On flirte tout le temps avec l'invraisemblance, avec la facilité. Là, pour moi, c'est des scènes qui me font vraiment sortir du truc. Après, moi, je retiendrai surtout l'épisode final qui est assez dingue. Très bien réalisé, très bien rythmé, en termes de suspense, en termes d'action. C'est vraiment moi cet épisode que je vais retenir, parce que là, tous les conflits qui ont été mis en place, on les exploite, on les étire, on les résout pas forcément parce que justement ils veulent conduire à une 4e saison, mais là on est vraiment pris dans une grosse tension, on a laissé un peu tomber justement les amourettes, les trucs qui te font sortir en fait du braquage, et je trouve que cet épisode final vraiment remonte un peu le niveau de cette saison 3. Et puis surtout, pour moi là les flics ont une longueur d'avance, et ça c'était important. C'est important d'arrêter toujours de montrer que le professeur il est super intelligent et qu'il a 10 coups d'avance et qu'il s'en sortira toujours et que les braqueurs c'est cool, ils s'en sortiront toujours. Non, c'est bien aussi de renverser un petit peu la vapeur. Et là, pour le coup, c'est les flics qui prennent ce coup d'avance. Et c'est plutôt jouissif parce que c'est pas quelque chose auquel on nous a habitués justement dans Casa de Papel, quoi. C'est toujours les braqueurs qui ont des coups d'avance, c'est toujours les flics qui passent pour des couillons, c'est toujours comme ça. Là, au moins, ça s'inverse un peu, mais il faut quand même attendre assez longtemps pour que justement les flics prennent l'avantage. Donc c'est pour ça que moi je retiendrai surtout cet épisode qui était plutôt jouissif de ce côté-là. Après moi ce que je pense de la saison 3, voilà, pour moi c'est une redite. Ça n'apporte rien de neuf en fait sur le concept même. Ce qui aurait pu être intéressant, une idée comme ça. C'est-à-dire qu'à la base, qui soit sauvé du premier braquage, qui se fasse poursuivre par les autorités et que cette 3e saison ne soit plus un 2e braquage, mais une course-poursuite. Comme ils avaient fait par exemple avec Prison Break. La première saison était donc le plan d'évasion et tout ça. La 2e, on sort de la prison. Qu'est-ce qui se passe? Hop, course-poursuite avec les autorités. Ça, c'était intéressant parce que ça permettait justement de ne pas faire une redite du premier et de refaire une évasion de prison. Et puis, c'était intéressant parce qu'on faisait évoluer les personnages. Alors, c'était pas une évolution évidemment à la Breaking Bad ou comme dans d'autres séries, je suis d'accord, mais au moins, il y avait une volonté de faire autre chose que ce qu'on nous avait servi dans la première saison. Ça n'avait aucun intérêt de revoir une tentative d'évasion, quoi. Ils auraient pu jouer justement là-dessus, le fait qu'ils soient aux Caraïbes et que c'est cool, et qu'on parte du principe qu'à la limite, même si c'est les braqueurs les plus recherchés du monde, ils ont réussi à échapper aux autorités. Les autorités arrivent à mettre la main dessus avec tel ou tel prétexte, et à la limite d'avoir une course-poursuite. Et pourquoi pas aussi véhiculer, pareil, le même message politique, tu vois. Ça aurait été peut-être plus intéressant. Mais là, on te refait le coup du braquage, on te refait le coup des flashbacks, avec le professeur qui lui a tout prévu, qui a 15 coups d'avance, qui fait ci, qui fait ça. Ok, bon, c'est ce qu'on veut peut-être dans Casa de Papel, mais voilà, moi je trouve que ça fait trop redite. Ou alors à la limite, ils pouvaient garder le même concept, c'est-à-dire le concept de braquage, mais faire une évolution de personnage significative. C'est-à-dire par exemple avec des personnages qui évoluent vraiment, qui quittent le groupe, je sais pas moi, où il y a de réelles dissensions, où il y a vraiment des évolutions significatives. Là, tu sens que tout ça fait un petit peu du surplace, qui sont
un peu tous pareil que dans la première, dans la deuxième saison. En 2 ans, ils n'ont pas vraiment évolué, quoi. C'est là où moi je considère que les personnages sont vraiment pas mieux écrits que dans la première et la deuxième saison. Ils auraient pu profiter pour justement les faire évoluer le parcours de personnages, ça aurait été super intéressant. Voilà donc pour cette saison 3 de Casa de Papel. Moi, c'est encore quelque chose sur lequel je suis encore très mitigé. Il y a des choses très bien, on le regarde avec plaisir, oui, c'est sûr. Pour moi, Casa de Papel, c'est divertissant, c'est du bon popcorn, c'est distrayant, tu passes un bon moment. C'est une série pour moi qui a créé un univers, qui a créé des personnages, qui a créé des choses intéressantes, qui par son trop plein de facilité, par son trop plein de choses un peu gratuites et puis surtout qui reste vraiment pour moi dans le truc d'action, même si on essaye de développer un discours politique qui est intéressant, mais peut-être, allez, pas assez développé pour vraiment que ce soit passionnant, bah ça reste du bon divertissement honnête. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr. On se retrouve dans la semaine pour une autre vidéo. Ciao!